Virginia Woolf se piquait d'être la seule personne dans le Sussex à avoir lu Paradise Lost de John Milton, jusqu'au jour où elle découvrit qu'un de ses amis le lisait, lui aussi, ce qui la conduisit à reprendre la main en écrivant une série de notes sur le grand poème anglais du XVIIe siècle. Je te l'annonce aujourd'hui plutôt que de te laisser l'apprendre d'un autre ami lecteur. Tu n'es pas le seul, ou la seule, à lire ce qui est à lire dans mes vidéos, si bien qu'il est temps pour toi de reprendre la main et d'écrire un commentaire sur mon œuvre qui, sans cela, pourrait tout aussi bien s'appeler, dès aujourd'hui, Mon paradis perdu. Devant l'église ou avec des proches, qu'elle n'a vu pour la plupart qu'une fois ou deux en 15 ans, elle attend qu'à l'intérieur s'achève un baptême, Emma a le nez dans son écran. Craignant que l'espèce de cérémonie qui se déroule en ce moment sur le parvis ne soit pour elle, c'est avec une anxiété mal dissimulée qu'elle se demande si ce qu'une faction de sa famille européenne est en train de lui faire vivre tient plus du baptême ou de l'enterrement. Regards en biais et oreilles pointées comme des antennes en direction du groupe dont elle ressent des vibrations adverses, elle est sur la brèche, sa situation n'étant pas meilleure que si elle cherchait à faire tenir son corps dans une trop petite tranchée. « C'est mort pour moi », se dit-elle en s'efforçant de ne pas dépasser. Ceux-là n'auront jamais la foi. Tandis qu'elle guette les signes du déclenchement des hostilités, rassembler et cacher son courage derrière son téléphone, chinois, lui paraît sa meilleure arme, tant qu'il n'entre pas dans l'église, car même si elle n'a pas l'esprit à la danse, elle calque ses pas sur ceux d'Esmeralda, la gitane d'un an son aînée, grâce à qui elle sait qu'il lui suffira de crier « Sanctuaire !» en franchissant le seuil de l'église pour y être en sécurité. 2-3 fois dans le sermon silencieux dirigé contre elle, elle croit entendre les mots « Chine » et « chinois » partant dans sa direction, tels de légers projectiles éclairés un bref instant par de fuyants regards. Offerte ainsi en pâture, Emma pourrait prendre la chèvre, ou pas la chèvre d'Esmeralda, à laquelle elle pense toutefois, tandis qu'elle croit entendre les bêlements de l'animal facétieux dans les sons de cloche perçant l'air. Mais penser aux incessantes disputes éclatant pour un rien autour d'elle au pays de sa mère, dans sa famille chinoise, l'aide à ronger son frein. « Belgique ou Chine ?» dit-elle entre ses dents pour s'encourager à la patience. « Peu importe que le champ soit immense ou minuscule, où la chèvre est attachée, comme dit papa, elle doit brouter. » Sa langue s'agite comme un battant de cloche dans sa bouche, mais l'exclamation qui suit, c'est pour elle seule qu'elle retentit. Mais que les différences entre mes deux pays sont minces et relatives, à côté des oppositions absolues et tranchées entre personnes supposément d'une même famille. Les mots n'ont pas fini de sonner dans sa tête que, faisant vibrer le toit du clocher jusqu'au pavé du parvis, une volée à double carillon annonce la fin du baptême. Dans la brusque béance des hautes portes s'engouffre un vent qui soufflerait les bougies que l'on voit briller au fond du sombre bâtiment, si ces bougies, luisantes dans leurs fourreaux en porcelaine, ne brûlaient pas à l'électricité. V sera content des chandelles électriques, se dit Emma, toujours en quête de détails à rapporter à V de ses expéditions, comme il appelle tout mouvement qui s'accomplit sans lui, dans le but, prétend-il, de le laisser dans le noir à propos de tous ces brillants lieux où il ne peut entrer. Croisant le baptisé, porté comme enveloppé par des parents riant de ses pleurs,
ceux venus pleurer le défunt, comme ceux bien certains de ne pas le pleurer mais qui n'ont pu sécher la cérémonie, entrent séparément dans une nef où les chaises sont idéalement disposées au pied de l'autel pour une distribution en deux groupes bien distincts. Loin de trahir l'attitude précipitée du Chinois lambda entrant quelque part, car pendant longtemps encore le Chinois aura peur d'être le 13e à table, quand bien même ce serait la table du Seigneur, Emma est lente à entrer. Sous couvert de prendre des photos pour sa mère et pour V, elle se regarde dans le miroir de son téléphone et se promet fermement de ne pas attendre que tous, amis comme ennemis, soient réunis autour du plateau de sandwich assorti pour crever l'abcès. C'est que l'attente devant l'église lui a donné un parfait avant-goût de ce qu'il attend à la sortie, lorsqu'il faudra se rendre au cimetière, et surtout à la sortie de celui-ci, lorsque, son grand-père ayant été abandonné dans sa dernière demeure, il faudra enfin aller manger en famille. Festif ou funèbre, un banquet, même s'il se tient dans une sandwicherie, est toujours l'occasion de cuisiner le membre qui revient, et jamais ne sait à quelle sauce sera mangé celui qui a laissé faisander les relations auxquelles les liens familiaux les plus distendus obligent, surtout si le revenant, par une inversion perverse de l'image du fils prodigue, est une fille, rapportant trop de lauriers à un pays où manquent encore jusqu'aux épices les plus ordinaires. Dans les narines un peu trop sensibles d'Emma, c'est ce fumet-là du moins qui s'impose et se détache des graves odeurs d'encens, qu'en bonne chinoise elle recherche et apprécie. Pour qui est venu en ce jour manger du bout des yeux la mort d'un vieil Européen, la Chine, incarnée dans la jeune fille distante, quoique polie, apparaît soudain comme un appétissant plat du jour. Emma peut certes compter sur des alliés certains, à commencer par la garde rapprochée de ses deux oncles, mais elle sait que même ces derniers sont trop occupés pour ne pas un peu baisser leur garde. Pris dans la dramaturgie de l'événement, et bien qu'avec Emma dans la drôle de guérilla de regard dont elle est l'objet, ils ont arrêté d'activement la soutenir pour aller couvrir les flancs de leur mère, de qui ils redoutent l'écroulement, plutôt que d'éviter une escarmouche visuelle ou verbale à quiconque. Son oncle F, pourtant, avant que les deux clans, tels des armées se poursuivant tout en évitant soigneusement l'engagement, n'entrent dans l'église, son oncle F, pourtant, s'est rapproché d'elle, au prix d'une brusque manœuvre avec un message. Détachant un bref instant son regard de l'avant, il lui a dit alors, sur le ton de la plaisanterie, car même dans les situations les plus critiques, celui-là n'est pas homme à perdre son humour, que puisque l'occasion était mal choisie pour son baptême d'orateur, et qu'il craignait, comme la mort, de ne pas trouver les mots lorsqu'il faudrait attaquer, il était prêt à lui céder, si elle en voulait, tout ou partie de son temps de parole dans l'église. Ce qu'entendant son oncle D, le plus jeune des trois frères, lui aussi brièvement venu comme l'éclair en renfort, déclara que pour sa part il déléguait d'avance et dans sa totalité à Emma le discours auquel en tant que fils il était tenu, mais dont il se sentait incapable, quitte à ce que ce discours, qui lui permettrait de pleurer sans être entendu, se fasse en chinois. Et pourquoi pas? À travers ta langue maternelle, ce seraient les condoléances de LP et peut-être même de toute la Chine qu'on entendrait sincèrement s'élever dans ta voix, ajouta l'oncle F, comme s'il s'était souvenu de la fin de son message, juste avant de repartir en courant, avec son frère, vers la tête de la colonne où leur mère, soutenue mais vacillante, les attendait. Quant à son père, Emma comprit en le voyant franchir le seuil de l'église qu'il avait beau avoir le dos le plus visé par les regards en coin, car n'était-ce pas lui l'introducteur du loup chinois dans la bergerie? Sa place était encore plus que ses frères, aux côtés d'une mère qui, en temps ordinaire déjà, n'avait pas beaucoup le loisir physique de s'appuyer sur lui. Comment Guérand aurait-il tenu sa fille à l'œil quand sa mère tirait à elle toute son attention, tanguant de fait dangereusement plus elle avançait sur les dalles inégales menant en ligne droite, là-bas, au petit cercueil blanc. Derrière son écran, objet d'abord conçu, ne l'oublions pas, pour arrêter un rayonnement, avant d'être une fenêtre rayonnant sur le monde, Emma ne vit dès lors pas que son père, tout à son devoir de fils,
s'employait aussi à la protéger en attirant dans l'église ceux qui, tels des cavaliers se préparant à attaquer l'arrière-garde, s'attardaient en vue de la titiller. Une fois que les jeunes cousins à la mode de Bretagne, les plus menaçants, eurent décampé, elle profita de ce dernier répit pour rassembler ses forces, son courage et ses pensées. C'est ainsi que la grandeur, qui, il y a quelques heures encore, se cherchait une ambassadrice, car la grandeur ne fait rien d'autre, depuis l'aube des temps, que de parcourir le monde à la recherche de dignes ambassadeurs, entra sans bruit dans l'église, et, après avoir écouté le prêtre et souri à l'hétérodoxe et émouvant hommage de l'oncle F, monta en chair en la personne d'Emma. À la voir s'avancer, Guérand comprit que sa fille, discrètement, en quelques heures, avait énormément grandi. Et lorsqu'elle abaissa jusqu'à sa bouche le micro trop haut pour elle, il sut qu'elle s'apprêtait à dire quelque chose de grand. C'est son baptême du feu, feu son grand-père, son entrée par la parole dans la maison de Dieu, se dit-il, ému d'avance par une religieuse prémonition. Puis, se rappelant la demande de V et imaginant la rancœur qui en résulterait si elle n'était pas exaucée, il activa juste à temps la caméra de son portable pour graver, dans un éternel quoique impalpable marbre virtuel, les premiers mots, la genèse d'un discours, montant de la tribune sacrée. Les révolutions ne sont propres que dans les livres, commença Emma, ses mains posées à plat sur le grand livre aux tranches dorées que le prêtre, qu'elle appela Monsieur le prêteur, avant de le remercier de lui prêter son micro, avait malencontreusement laissé grand ouvert. Chercha-t-elle à faire impression avec une première phrase bien faite pour monter par ricochet dans le public jusqu'à la clé de voûte au-dessus de sa tête, ou fut-elle impressionnée par l'âpreté du retour de sa voix française dans le micro? N'importe comment, elle hésita à continuer, et ce blanc attribuable à la pudeur, ou à la trop grande et intimidante proximité du blanc cercueil, fut traversé par un remous venu du côté de la nef où l'aversion la plus tranchée envers ce que la chinoise représentait était assise. Guérand, qui savait reconnaître une citation de Lénine quand il en entendait une, craignit le pire. « Les révolutions ne sont propres que dans les livres », murmura-t-il en pensant que cela devait aussi s'appliquer au premier discours, surtout ceux qui se voulaient révolutionnaires et qui se donnaient par-dessus le marché dans une église. Graine d'oratrice poussée à grandir plus haut que les craintes de son âge par de grands événements, sa fille avait pourtant décidé de s'ouvrir résolument en ce jour béni de tristesse, ou de se flétrir à jamais. Suivant des yeux l'exemple de ses doigts partis tracer des arabesques dans le grand livre ouvert, mouvement dont le prêtre ne perdait rien et qui faisait un peu trembler ses mains, elle relança la voix avec l'intention de laisser quelque chose de ces mots dans le micro. Mon grand-père a accompli sa révolution. Elle ne fut pas propre, mais il est libre à présent. Il s'est libéré de son corps. Reste pour nous qui n'avons pas encore perçu les bienfaits de cette révolution beaucoup de tristesse, en plus de la sale sensation d'avoir été punis par la réalité de notre condition. À l'instar du père de la Révolution de 1917, mon grand-père a pourtant passé ces dernières années à nous rappeler ce fait, que les révolutions ne sont jamais propres et que la transition est toujours sale. Passer de vie à trépas est sanglant et brutal pour celui en qui cela se produit. Dans quel livre avait voulu qu'il en serait autrement? Toute rhétorique que fût la question, les doigts d'Emma s'arrêtèrent un instant de courir comme des moutons dans un pré sur le grand livre ouvert, ce que le prêtre, en berger du peuple, nota avec soulagement. Mourir est la seule révolution qui réussira toujours, quelle que soit la force qu'on lui oppose en réaction. Mais réconfortez-vous,
La mort n'est vraiment sale que si elle n'est pas lavée et comme épongée par un retour à la vie. La mort ne gagne que si, au moment d'expirer dans ces bras étrangers au monde des vivants, celui ou celle qui meurt n'inspire pas aux vivants le permanent souci de vivre mieux. Tel est le pouvoir de l'homme extrêmement généreux. Plus il donne aux autres, plus il possède, comme Lao Tzu disait du sage. Généreux, mon grand-père l'était à l'extrême. Généreux jusqu'à transformer la qualité en défaut, dirait ma grand-mère, qui, en fière femme au foyer, a continué avec affection à entretenir pendant toutes ces années la flamme du franc-parler à la maison. Preuve qu'elle était immense, la générosité de mon grand-père s'étendait, pour mon père, son fils prodigue, et aussi un peu ces derniers temps pour moi, j'ose le croire, jusqu'à l'extrémité orientale du continent. C'est ainsi que, sans y être jamais allé, il est mort en paix avec l'endroit lointain où je suis né, et plus largement, avec les contrées qui lui volèrent son fils pendant 30 ans. Honnêtement, je ne sais pas où se sont envolées toutes les questions qui le remplissaient, tel un oxygène de substitution, au sujet du pays de ma maman. Mais je vous le dis en vérité, au même moment où l'âme de mon grand-père laissait son corps pour retrouver sa liberté, au même moment, l'âme de notre continent s'est unie un peu plus fort à sa géographie pour accomplir son unité. Comme Jésus mort sur la croix pour nous racheter collectivement de nos péchés, chaque Européen qui meurt, à l'exemple de mon grand-père, en prônant la paix, rachète l'Europe de son animosité envers le reste de l'Eurasie. La vague inquiétude de Monsieur le prêteur pour son livre fut calmée par la somme toute satisfaisante lecture qu'en faisait celle qui citait Jésus et qui, au nom de la révolution annoncée, aurait tout aussi bien pu le froisser ou le salir. Le livre, bien sûr, pas Jésus. En revanche, l'exhortation à mourir comme Jésus pour éponger la dette de l'Europe envers l'Asie passa moins bien dans une fraction de l'Assemblée. Les mots des masses se fichèrent dans les chairs de quelques-uns comme des flèches tirées depuis le fin fond de l'Asie, et que les références à Lénine et Mackinder aient traversé leurs esprits sans s'y arrêter importait peu. L'éponge, pour eux, était amère. Non loin d'une crypte latérale condamnée à l'obscurité, des chaises furent remuées dans un murmure de mécontentement. Pire, au milieu de l'étonnement découlant de la révolutionnaire homélie à laquelle personne ne s'attendait, si ce n'est Guérand et V, qui applaudissait en ce moment à grands coups de klaxon que les murs de l'église n'absorbaient pas complètement. Une voix s'éleva sur un grincement de chaise plus appuyé pour demander qu'Emma parlât, même en chinois, du regretté, plutôt que de promouvoir en français un triste agenda politiquement motivé. À voir se crisper les doigts d'Emma, le prêtre se reprit à craindre pour son livre enluminé. Comme le guerrier cherche d'un regard à rassurer ceux qui vont se jeter avec lui dans la mêlée, Emma regarda son père, avant que sa voix de 15 ans ne repartît sans animosité dans la direction d'où la critique était venue. « Tu crois que cette langue est à toi parce que tu es né et que tu vis là où elle est parlée ? Cette langue n'est pas à toi. N'importe qui, avec un minimum de volonté, peut s'en emparer sans avoir à t'en priver. C'est la plus belle des conquêtes. Pensez-y, vous qui m'écoutez, que d'obliger pacifiquement au partage ceux dans la langue de qui vous vous établissez après y être entrés, non de force, mais sans non plus en avoir demandé la permission. Apprendre une langue, c'est la conquête du conquérant rentré, la victoire pacifique du guerrier. En plus de la langue, la culture fait aussi partie du butin promis à celui qui se lance dans cette conquête dépourvue de violence et de victimes. De fait, tout ce qu'emporte un peuple quand on le chasse de chez lui, son bagage immatériel, la façon de rire, de manger, jusqu'à la façon de voir la vie en général, constitue à mon avis une cible légitime et peut être pris
sans que personne ne soit lésé. Quant à ceux dont la générosité se limite à vous prêter, sans intérêt, quelques mots de français, tout persuadés qu'ils sont qu'après 2 ou 3 phrases empruntées, vous vous en retournerez, faute de munitions, dans votre langue, ceux-là me font bien rire, car ils n'ont pas compris qu'apprendre une langue, c'est d'abord l'apprendre, petit à petit certes, mais l'apprendre, exactement comme un pays dont les gens seraient des mots, peut-être pris. Pensez un peu, il vous déclare d'emblée, celui qui fait l'énorme effort d'étudier une langue étrangère, je ne prendrai pas votre terre, mais je jouirai jusqu'à ma mort de ses plus beaux trésors. Et si pour toi qui fais grincer ta chaise, là-bas, loin, très loin de l'esprit conciliant et rassembleur de mon grand-père, quiconque dit en français du bien de la Chine parle forcément très mal français, je viens te détromper. Quelque part dans ce gros bouquin, que monsieur le prêtre couvre des yeux comme si j'allais lui en voler les meilleures pages, il est question d'une baleine ou d'un gros poisson qui avale un homme fuyant sa divine mission. Moi, je ne fuirai pas la mienne. Depuis que j'ai compris que le long voyage qui m'a été imposé, non par Dieu, mais par mes parents, voyage baptisé mon grand tour, et qui aboutit aujourd'hui devant le cercueil de mon grand-père, est une mission plus belle que d'aller annoncer à un peuple qu'il va être détruit s'il ne se repent pas. Depuis ce jour béni où j'ai compris que voyager, pour moi, n'est pas de simplement me laisser balloter par les flots, je vois la Chine comme une baleine. La baleine dans le ventre de laquelle je vivais et dont j'étais appelé à sortir tôt ou tard. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas prophète, et, 3e signe des temps, je ne suis pas très âgé. Pourtant, comme Jonas, après 3 jours et 3 nuits dans le ventre de son gros poisson, j'ai été recraché, avant-hier en Grèce, hier au Portugal, demain je ne sais où, mais aujourd'hui devant vous, pour parler dans toutes les langues de mon pays, la Chine, ma grande baleine qui n'est ni bleue ni blanche, mais jaune. S'entendre avec tous les occupants de l'océan que les courants poussent à côtoyer, voilà la préoccupation pacifique de la baleine. La Chine, comme la baleine, aura toujours du mal à faire comprendre aux habitants du continent dont elle occupe un pan qu'elle est un animal qui ne veut pas en imposer, qu'elle ne veut rien d'autre que vivre en paix avec ses voisins. Sans doute a-t-elle un plus grand tyran d'eau, mais ça ne fait pas d'elle le tyran de ses eaux, pour parler comme La Fontaine. Pourquoi certains petits bateaux européens semblent-ils encore poursuivre mon pays avec le même diabolique entêtement que le capitaine Ahab mettait à poursuivre sa baleine? Loin de leur avoir pris une jambe, la Chine ne s'est-elle pas mise en 4 pour les remettre sur pied? On discute beaucoup de savoir si la Chine est un empire. Le fait est qu'elle n'a pas même besoin de sortir de ses frontières pour être de la taille d'un empire. Elle est presque condamnée, comme la baleine, à le devenir, et toute son histoire est celle de sa résistance à cette espèce de fatalité corporelle, ce qui la distingue d'ailleurs de la Russie, l'autre baleine continentale, qui s'est, elle, en d'autres temps, laissée tenter par l'aventure. Le pays de mon papa est beaucoup plus petit par comparaison, ce qui ne l'a pas empêché d'avaler le Congo jusqu'à s'en faire une énorme indigestion. L'estomac d'un pays n'est donc pas proportionnel à son étendue, puisqu'il n'y a pas si longtemps l'Espagne et le Portugal se partageaient le continent américain, et qu'une petite île comme l'Angleterre dominait encore les mers et océans. C'est une erreur, selon moi, que de se demander combien de fois son petit pays entre dans la Chine comme pour prédire en combien de bouchées il sera mangé. À l'époque où, bien avant ma naissance, mon père est parti en Chine, comme aspiré par le désir d'être dans le ventre de la baleine. La géographie était la même qu'aujourd'hui, et pourtant l'Europe occupait encore une place démesurée dans l'esprit des Chinois, qui voyaient en elle une espèce très à craindre de baleinier. Un autre critère d'estimation de l'importance d'un pays était encore utilisé. 30 ans plus tard,
Mon père est de retour en Europe, et pour cet agrégat de petits pays incapables, hier encore, de penser mieux la Chine que le harpon ne pense la baleine, la Chine prend maintenant une place démesurée. Elle est toujours aussi mystérieuse et difficile à sonder que l'océan, et la question est de savoir si les Européens réussiront à la peupler d'inoffensives baleines comme celles qui viennent parfois s'échouer sur leurs plages, plutôt que de requins attirés par l'odeur de leur sang. Mon père et moi avons traversé de droite à gauche le supercontinent. Au début, ma jeune tête a résisté à ce mouvement, cherchant à convaincre mon corps d'y voir, comme elle, un fatigant et inutile déplacement dans le mauvais sens de l'histoire. La queue de la baleine, à l'est, où mes pensées se réfugiaient, me semblait plus attirante que sa bouche, qui ouvrait à l'ouest sur un monde décevant. Pourquoi la baleine, question qui me déroutait, entreprenait-elle ce long voyage vers des eaux qui lui étaient peut-être plus que jamais hostiles? Pour la Chine, comme pour moi, la solution de facilité aurait été de consacrer le découplement avec ce poids mort que l'Europe était devenue en lui tournant le dos. Trop tard, nous arrivions déjà en Grèce, Grèce dont les statues mêmes, si elles étaient tout englouties par la montée des eaux, causeraient encore l'émerveillement des poissons. Je ne fus pas plutôt plongé dans ce bain tourbillonnant que vint l'Italie. Dans mon esprit suroccupé par ce pays où l'eau pétillante est aussi enivrante que le vin, la baleine jaune n'avait pas tout à fait disparu, mais elle échappait de plus en plus souvent à mes pensées, sondant comme un radar la culture dans laquelle j'étais immergé. Et lorsqu'à mi-chemin, quelque part entre Gênes et Avignon, mon esprit enfin détaché du port où il se croyait pour toujours amarré, se mit à nager librement dans ma tête, il y avait beau temps que mon corps avait trouvé son équilibre et se confondait avec les poissons. C'est à peu près alors que V, notre voiture intelligente, lâcha la phrase qui allait me faire définitivement comprendre que m'éloigner de ma baleine était une des grandes conditions pour la représenter. Il nous lisait du Halin depuis notre arrivée en territoire français, mais il attendait, je crois, que j'eusse franchi un cap, seul connu de lui, pour arriver soudain, sans avoir l'air d'y toucher, à la citation célèbre « La pente est à droite ». Prudence et conservatisme, paraphrasa V, dont les commentaires croisent si bien les textes lus que l'on ne sait jamais très bien laquelle des routes a la priorité. Prudence et conservatisme, voilà vers quoi naturellement penche l'esprit européen. Mon père, peu convaincu, ferma l'œil gauche, ce qui fit tomber son sourcil dans la pente inverse à celle postulée par Alain, cependant que j'imaginais le continent penchant comme une balance dans la direction de ma baleine. L'image d'une préférence générale pour la droite aurait dû convenir à ma moitié chinoise, et pourtant celle-ci se récria, au nom de l'autre moitié en moi, que la pente, n'en déplaise à Alain, était à gauche. Je le dis à V, et vis, ce faisant, le sourcil européen de mon père se relever avec fierté. La Chine, en choisissant de se coupler avec l'Europe au moment où cette dernière était au plus bas, a montré que sa pente était à gauche. La baleine, en pesant de tout son poids dans la balance, a redressé le continent au lieu de le déséquilibrer.